Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un conflit neuro-émotionnel? Alors, question en vrai fondamentale. Il y a quelques jours, j'ai participé à un symposium neurosciences et sommeil, et j'ai parlé effectivement de l'importance de l'équilibre des neurotransmetteurs sur justement la qualité du sommeil. Ma conférence s'est terminée par, une ouverture en fait sur l'accompagnement neuro-émotionnel parce que aussi important que soit l'équilibre des neurotransmetteurs, aussi importante que soit l'approche thérapeutique quelle qu'elle soit, aussi importante que soient les complémentations alimentaires, tout ça ne devrait être, que transitoire, le temps de résoudre le conflit neuro-émotionnel qui est à la base justement du trouble du sommeil, donc du déséquilibre neurochimique qui entraîne effectivement, un trouble du sommeil. Généralement, lorsque la neurochimie est impactée, la première chose qui trinque, le premier processus qui trinque, c'est le sommeil, d'accord? Après, c'est vrai que, on m'a posé la question: «Mais au fait, c'est quoi un conflit neuro-émotionnel?» Heu et c'est là qu'il m'a paru, important finalement de diffuser, peut-être plus largement. Bien évidemment, tous mes étudiants ne savent pas en cœur ce que c'est, mais c'est important en fait de le savoir, de façon un peu plus standard, un peu plus, démocratique, j'ai envie de dire. Donc un conflit neuro-émotionnel, pour comprendre ce que c'est, il est important de revoir finalement, les bases. Ce qu'est une croyance, ce qu'est une expérience de vie, ce qu'est un trauma et quelles sont les réponses en fait au trauma. Alors globalement, une croyance, c'est une charge émotionnelle associée à une information. Lorsque je parle de charge émotionnelle, biologiquement, ça veut dire une activité, du système limbique, tout simplement. Une activité particulièrement, un niveau d'intensité de vibration au niveau des amygdales du cerveau, OK? Pour être bassement matériel, d'accord? Ça, c'est une croyance. Alors, évidemment, vous m'avez entendu dire 100 000 fois que ce sont nos systèmes de croyances qui se manifestent finalement à travers nos expériences de vie, ce qui est vrai. Qu'est-ce qu'une expérience? Une expérience, c'est la charge émotionnelle qui est associée à un événement, d'accord? Et lorsqu'on le dit comme ça, on comprend en vrai on comprend beaucoup mieux et on accepte beaucoup plus facilement le fait que la croyance crée l'expérience. Dans mon système limbique, il y a une association, très forte entre une réponse émotionnelle intense et désagréable sur, je sais pas, disons n'importe quoi, l'homme, heu et donc sur le couple, disons ça. Et disons que forcément, dans ma vie, mes expériences de vie vont finalement manifester des expériences de couple qui vont produire la même charge émotionnelle, intense et désagréable. D'accord? Après, je ne vais pas entrer dans les cycles biologiques, dans plus que ça, en tout cas dans les empreintes traumatiques. La vidéo serait trop longue et en plus on serait un petit peu hors sujet. Le principe, c'est que donc, puisque, la croyance crée l'expérience, puisque l'expérience manifeste en vrai la croyance, ce qui peut se passer dans certaines expériences, c'est que l'émotion qui est vécue lors de l'expérience n'est pas totalement extériorisée. Par principe, une émotion, c'est un mouvement vers l'extérieur, une émotion est censée sortir. Ça nous traverse de part en part et ça sort. OK? Il se trouve que pour X raisons, l'émotion peut ne pas être en tout ou partie extériorisée. La répression d'une charge émotionnelle, de tout ou partie de la charge émotionnelle d'une expérience s'appelle un trauma, tout simplement. Et en fait, lorsqu'on vit un trauma, il y a 2 possibilités. Ou on extériorise effectivement cette charge émotionnelle complètement et on va vers ce qu'on appelle une croissance post-traumatique. C'est le principe d'antifragilité, développé beaucoup plus largement par, Nassim Nicolas Taleb, que je vous recommande fortement. Donc, on ne va pas entrer dans les détails, lisez Antifragile, de Taleb et vous comprendrez. Mais lorsqu'il n'y a pas cette croissance post-traumatique, qu'est-ce qui se passe?
Il se passe une inscription, en vrai, qui va donc donner un traumatisme. Et le traumatisme, en fait, il se manifeste comment? Il se manifeste par des perturbations dans le corps. Ces perturbations dans le corps vont créer alors, perturbations dans le corps, crispation au niveau musculaire, bien évidemment, déséquilibre neurochimique, puisqu'encore une fois, l'émotion se manifeste par une production de certains neurotransmetteurs, de certaines hormones à certains moments, à certaines quantités, etc. Donc la neurochimie, en réalité, c'est la biologie, la manifestation biologique de la réponse émotionnelle. Ok. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que si je n'extériorise pas tout, donc ces perturbations finalement dans le corps, si je retiens l'émotion que j'ai ressentie pour X raisons, encore une fois, quelles que soient les raisons, ces perturbations dans le corps vont créer finalement chez moi, en fonction de l'intensité, ça peut créer une dissociation. Euh, Ça va de toute façon toujours créer un sentiment d'hypervigilance. Pourquoi hypervigilance? Parce que toutes les informations, les 4 milliards d'informations à la seconde, c'est-à-dire les informations conscientes et les informations inconscientes liées à cette expérience, sont affecté de la même tonalité émotionnelle par mon système limbique. D'accord? Et donc, du coup, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il est en hypervigilance. Parce qu'il va vérifier, finalement, que si autour de moi, il y a l'une de ces informations, l'un de ces événements, l'un de ces éléments plutôt de l'expérience qui se rapproche et donc qui est représenté comme étant un danger et qui provoque automatiquement une réponse de stress. Et du coup, cette hypervigilance, alors vous imaginez l'énergie que ça prend, d'accord? Vous imaginez, parce que le retraitement temporel, comme on dit en thérapie, est temporel, mais il est surtout perpétuel, 24/24. Que je dorme, que si je dors, que je sois éveillé, que je mange, que je cours, etc. etc. OK? Et le principe, c'est que cette hypervigilance, à force, bien évidemment, épuise, entame très sérieusement les ressources nerveuses. Et cette hypervigilance va provoquer en fait un phénomène d'anxiété. Cette anxiété sur qu'est-ce qui pourrait arriver demain. Parce que en réalité, je suis hyper vigilant là pour aujourd'hui. Est-ce qu'autour de moi, il n'y a pas cette, il n'y a pas l'un de ces éléments de ce trauma passé, je suis en fait en train de vérifier aujourd'hui, alors bien évidemment c'est inconscient pour la plupart, euh, le cerveau en tout cas vérifie, mais l'anxiété, je vais développer si est-ce que demain je ne serai pas exposé à un problème justement qui me replongerait dans cette situation, dans ce trauma. Et donc, l'anxiété va créer finalement une aliénation. Eh oui, une aliénation. Qu'est-ce qu'une aliénation? Une aliénation, c'est au final, c'est un changement de personnalité, bien évidemment. Et finalement, c'est une définition de soi-même par un élément extérieur à soi. Si vous suivez ma chaîne, ça vous rappelle quelque chose. Si vous vous définissez, et je vous l'ai dit 100 000 fois, par un élément extérieur à vous-même, vous vous engagez à souffrir, en vrai. D'accord? Il y a encore quelques semaines, sur l'une des vidéos, je le répétais. Se définir par un élément extérieur à soi, c'est souffrir. C'est d'ailleurs ça, en fait, c'est presque une définition de la souffrance. Et en réalité, cette aliénation, finalement, j'irai certainement plus loin dans une autre vidéo sur la notion d'aliénation, mais encore une fois, on va passer parce que ce n'est pas le cœur du sujet aujourd'hui. Cette aliénation va me donner un sentiment d'impuissance. C'est-à-dire que, bon, les choses sont comme ça, eh ben, les choses resteront comme ça. J'ai vécu ça, ça a fait de moi ça, et ben voilà, les choses resteront comme ça. Ok. Si je reprends mon exemple du couple, au départ, on a une croyance couple associée à charge émotionnelle intense et désagréable. Les expériences de vie disent couple associé à vie de couple associée à charge émotionnelle désagréable. Et en réalité, je n'extériorise pas justement ces charges émotionnelles désagréables. Et du coup, je deviens
ou un célibataire chronique, comme dit mon ami Michel Gonzalez, je deviens atteint de célibatite aiguë, ou je deviens un perpétuel loser, finalement, en tout cas malheureux en amour. Donc j'ai changé ma personne. Je ne suis plus qui je suis quelqu'un qui n'arrive pas à entrer en couple, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à rester en couple, etc. etc. Donc j'ai changé de personnalité, j'ai changé d'identité. Alors, petite, entre guillemets, je sais qu'il y a beaucoup d'arborescence dans cette vidéo, mais justement, je vous invite à la revoir et surtout à prendre des notes. Parce qu'en réalité, c'est un courant que je suis en train de faire. Euh, Ma personnalité, c'est quoi? On a dit que ma réalité personnelle est la manifestation de ma personnalité. Ma personnalité, c'est quoi? C'est un ensemble de traits de caractère. Mes traits de caractère, c'est quoi? C'est un ensemble de tempéraments. Mes tempéraments, c'est quoi? C'est un ensemble d'humeurs. Mes humeurs, c'est quoi? C'est un ensemble d'émotions maintenues dans le temps. Mes émotions, c'est quoi? C'est un ensemble de neurotransmetteurs circulant dans mon corps. D'accord? C'est une configuration neurochimique. Et du coup, on retombe enfin en fait sur nos pieds, c'est-à-dire que j'ai changé ma façon de penser, de réagir, de ressentir et d'agir, donc j'ai changé de personnalité. Ok? Du coup, j'ai changé d'expérience de vie. Et forcément, cette personne que je suis devenue, qui est un blessé, qui est ce que vous voulez, un accidenté de la vie, un traumatisé, puisque j'ai mis en place un traumatisme, donc je deviens un traumatisé. Cette, cette personnalité, finalement, cette aliénation, finalement, fait de moi quelqu'un d'impuissant face à cet état de fait. Les choses sont comme ça, je ne pourrais pas m'en sortir. Et c'est là où précisément l'accompagnement thérapeutique juste prend, son, prend, son, prend tout son sens. Et en fait, on va refermer la boucle comment? Ce sentiment d'impuissance va provoquer chez moi des perturbations dans le corps. Des perturbations, encore une fois, au niveau neurochimique, au niveau musculo-squelettique, etc. Des pathologies, par exemple. Ces perturbations dans le corps vont renforcer mon anxiété, vont renforcer déjà mon hypervigilance. Cette hypervigilance va, ou en tout cas va justifier, va conforter cette hypervigilance, qui à son tour va renforcer mon sentiment d'anxiété, qui à son tour va renforcer mon aliénation, qui va renforcer mon impuissance, qui va renforcer mes perturbations dans le corps, etc., etc. Vous avez compris le truc. Et c'est comme ça, en fait, qu'on en arrive même à développer des bénéfices secondaires, finalement, à rester dans son trauma. OK? Mais ça, c'est encore une autre histoire. Alors, revenons-en maintenant à notre conflit neuro-émotionnel. C'est quoi un conflit neuro-émotionnel dans tout ça? Parce que je ne vais toujours pas dire ce que c'est. Lorsqu'on vit, en fait, dans cette boucle du traumatisme, finalement, là où on peut sortir du trauma et retrouver une croissance post-traumatique, c'est lorsqu'effectivement on est accompagné par un thérapeute conscient et compétent, et pertinent surtout, qui va justement m'aider à libérer toutes les charges émotionnelles et m'aider à retrouver justement ce soi authentique. Donc, sortir de l'hypervigilance, sortir de l'anxiété, sortir de ce sentiment d'aliénation et me retrouver moi, retrouver qui je suis. Et avant tout, finalement, ça commence toujours par ça, retrouver ma puissance, c'est-à-dire retrouver l'énergie que j'ai perdue, en fait, en vrai. Ok. Et là, en fait, on sort et on fait un vrai travail thérapeutique. Où se trouve le conflit? Le conflit neuro-émotionnel, il se pose à l'endroit où précisément l'expression, donc l'extériorisation émotionnelle de cette charge émotionnelle donc liée à ce trauma, vient en contradiction avec mon propre système de croyance. Et il est là, en fait, le conflit. Et c'est ça, et c'est là où c'est particulier. C'est-à-dire, vous comprenez pourquoi c'est un conflit. J'ai vécu un trauma. Ce trauma, donc, charge émotionnelle, répression d'une charge, de toute ou partie de la charge émotionnelle d'un événement. Sauf que je ne peux pas extérioriser cette charge émotionnelle parce que mon propre système de croyance, finalement, m'interdit ou me culpabilise du fait de le faire. D'accord? Je prends un exemple extrêmement simple. Imaginons que cette histoire de couple, finalement, je reste sur l'histoire de couple.
Mon cerveau a tellement vu, le couple, finalement générer des émotions chez moi désagréables et je n'ai jamais pu extérioriser ces émotions-là, que mon corps a fini par apprendre: le couple, c'est intense et désagréable et du coup, moi, je n'y arrive pas. Or, je rencontre un thérapeute qui me dit: «Oui, mais tu as une charge émotionnelle désagréable et intense associée au couple, qu'il faudrait que tu extériorises». Sauf que pour extérioriser finalement ça, je me rends compte qu'il faudrait que j'extériorise toute la colère, toute la rancœur, tout le ressentiment que j'ai envers le premier couple que j'ai connu, celui de mes parents et du coup, là, ça pose problème. Pourquoi ça pose problème? Parce que dans mon système de pensée, dans mon système de croyance, dans mon champ mental, bah, ça ne se fait pas de se mettre en colère contre ses parents. Ça ne se fait pas. Mais enfin quand même, ça ne se fait pas du tout. Et croyez-moi, ce ne sont pas que pour des questions religieuses. Enfin, croyez-moi ou pas, de toute façon, vous êtes au courant. C'est pas que pour des questions religieuses. C'est même pas que pour des questions culturelles. Il y a effectivement des familles où ça ne se fait pas. Même si on en veut à maman, mais ça ne se dit pas, enfin, en voyant. Et du coup, ou encore, il y a un exemple que j'aime beaucoup prendre, l'exemple, c'est l'un des patients, en fait, c'est Luc Baudin, en fait, le docteur Luc Baudin qui raconte ça, l'un de ses patients qui a développé un cancer à la gorge et il est persuadé que ce patient n'aurait pas développé, en tout cas qu'il ne serait pas mort de son cancer à la gorge s'il avait simplement exprimé la douleur qu'il avait eue suite au décès de son chat. Sauf que dans son champ de croyance, en fait, à cet homme-là, un homme, ça ne pleure pas, de un, mais on ne va quand même pas pleurer pour le décès d'un chat, les gars. Attends, non, ça ne se fait pas. Un homme, c'est costaud, un homme, ça ne pleure pas, un homme, ça affronte, un homme, c'est un guerrier, c'est un soldat. Tu vas pas pleurer pour un chat, tu n'as pas honte. Le souci, c'est que l'émotion, elle est là et qu'elle n'en a rien à foutre de ce que vous en pensez. Et du coup, je retiens l'émotion, je développe des perturbations dans le corps qui peuvent aller jusqu'au cancer. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il n'y a pas de cancer sans conflit émotionnel. Bonjour tout le monde. Le fait est que si précisément mon propre système de croyance m'empêche l'extériorisation émotionnelle, je me retrouve face à un conflit neuro-émotionnel. Et là, vous comprenez bien que vous avez beau mettre toute la médication que vous voulez, toutes les thérapies que vous voulez, toutes les complémentations que vous voulez, vous mettez tout ce que vous voulez, vous n'allez pas vous en sortir, en vrai. Parce que la base de tout ça, c'est le conflit neuro-émotionnel. Et c'est seulement lorsque j'aurai résolu ce conflit neuro-émotionnel, c'est-à-dire que j'aurai accepté finalement, et donc finalement j'aurai changé mon système de croyance, et donc finalement j'aurai changé ma personnalité. On en revient toujours à la même chose. Pour changer d'expérience de vie, on se doit de changer de personnalité. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est précisément lorsque j'aurai changé finalement, modifié mon champ mental et changé en fait mon champ de croyance, j'aurais modifié l'intérieur, que l'extérieur pourra changer. Je me serais autorisé à ressentir et à retraverser toute cette rancœur, toutes ces colères, toutes ces peurs, etc., etc., toutes ces émotions finalement que j'ai ressenties mais que je n'ai pas extériorisées. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'effectivement je peux espérer la rémission. Pas avant et pas sans ça. Ok. Donc le conflit neuro-émotionnel, il se place à ce niveau-là. Donc globalement, je répète, la croyance, charge émotionnelle associée à l'émotion. L'expérience, charge émotionnelle associée à l'événement. Le trauma, répression de tout ou partie de la charge émotionnelle de l'expérience. Le traumatisme qui va suivre, justement, euh, je ne vais pas en sortir si ce traumatisme, si je me retrouve dans un conflit neuro-émotionnel. Donc, un conflit neuro-émotionnel, c'est un conflit qui empêche la croissance post-traumatique du fait de mon système de croyance. C'est ça un conflit neuro-émotionnel. D'accord? Vous comprenez pourquoi il a fallu que je vous expose tout ça auparavant. Donc, lorsque je suis dans un conflit neuro-émotionnel, en réalité, c'est mon système de croyance qui m'empêche de sortir du traumatisme. C'est mon propre système de croyance. Et en réalité, c'est mon moi social qui me maintient dans une identité, dans une personnalité, qui m'empêche, qui contrecarre, qui m'interdit même de sortir en réalité de ce traumatisme-là. C'est tout simplement ça,
un conflit neuro-émotionnel. Et vous comprenez pourquoi, en fait, c'est véritablement à la base de tout. Vous comprenez pourquoi, sans sans récapitulation, sans désamorcer un conflit neuro-émotionnel, il est impossible de faire un bon usage de son âme. Il est impossible de bien s'amuser. Ciao.